On est toujours un petit peu dans des activités commémoratives, et c'est vrai qu'il y a quand même une date qui est importante, je pense, dans le cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un point de vue peut-être très français, mais on a le droit d'avoir un point de vue. C'est de dire que l'année 1943 a vraiment été une année tournante dans l'histoire de cette guerre. Et c'est vrai que c'est le 80e anniversaire. Et en plus, on est dans une période, je vais essayer de vous parler, qui est cette période qui va du 14 au 31 mai 43, donc on est vraiment en plein dedans. Et au cœur de cette période, bon, ben, il y a un chant que tout le monde connaît, qui est le chant des partisans, même s'il n'a pas toujours eu ce titre. Quand est-ce qu'a commencé l'année 1943 ? Moi, j'ai tendance à dire que ça a commencé le 11 novembre 1942. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 11 novembre 1942, il y a deux opérations qui s'enchaînent et qui vont changer la donne. Il y a d'abord, alors on est plutôt vers le 8-9 novembre, l'opération Torche. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Qui est une opération alliée, c'est le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Et là, ça change beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que par rapport à la résistance, disons qu'elle avait une base arrière qui s'appelait Londres, Londres, c'est séparé de la France par une mer qui n'est pas très longue à traverser. Maintenant, cette résistance, elle va avoir une deuxième base arrière qui s'appelle Alger. Et Alger, c'est séparé de la France d'une mer qui n'est pas si longue que ça à traverser, même si la Méditerranée, ça prend peut-être un peu plus de temps que la Manche. Donc ça veut dire que les Allemands sentent bien qu'il y a une sorte d'étau qui se resserre. Il y a la présence des Alliés, ça depuis le départ, en Angleterre. Maintenant, il y a les Alliés en Afrique du Nord. Et donc, en réaction, ils vont déclencher une opération, alors qui était prévue depuis longtemps, ils l'avaient mise au point en 1940, mais donc elle est déclenchée le 11 novembre 1942. C'est l'opération qui s'appelle Attila et qui consiste à mettre fin à la ligne de démarcation, c'est-à-dire à mettre fin à la zone libre. Zone libre, il faut mettre beaucoup de guillemets, mais donc ça veut dire qu'on va vers une occupation totale de la France. Alors on va dire par les Allemands, il faut quand même faire une petite parenthèse, c'est qu'une grande partie de la zone sud-est, jusqu'au mois de septembre 1943, ça va être une occupation
occupation, non pas allemande, mais italienne. Par rapport à la Savoie, les Italiens étaient cantonnés jusque-là à la Haute-Tarentaise, disons, et là, les Italiens sont jusqu'à Grenoble, y compris Grenoble, et ils sont aux portes de Lyon. Mais ça va durer 6 mois, et on peut dire qu'à partir de septembre 1943, c'est vraiment une occupation allemande de toute la France. Alors, on peut dire, on peut le regarder de plusieurs côtés. On peut se dire, du point de vue de la résistance, c'est plutôt quelque chose de mauvais ce qui arrive, puisque ça veut dire que cette fois, il y a même plus cette zone libre, mais c'est la totalité qui est occupée. Mais en même temps, moi je me dis, est-ce que ça n'a pas, quelque part, pour rendre service? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ça qui a suscité les gens à mieux se dire, il faut travailler ensemble? Parce que l'année 43, c'est d'abord ça. L'année 43, c'est l'année où il a fallu se structurer. Alors, il y a une première étape dans cette année 43, c'est le 26 janvier 43, la constitution de ce qu'on appelle les mouvements unis de résistance. Alors, bon, il faut presque mettre le U entre parenthèses, parce que ça a été très compliqué. C'est quoi les mouvements unis de résistance? C'est prendre les 3 mouvements principaux. Alors, les 3 mouvements principaux, c'est combat. Combat, c'est Henri Freinet. C'est Libération Sud. Donc, ça, c'est Dastier de la Vigerie, Emmanuel Dastier de la Vigerie. Et puis, c'est Franc-Tireur. C'est Lévy qui est à la tête. Et ces gens-là, l'objectif, c'est de les faire travailler ensemble sous la responsabilité de Jean Moulin. Jean Moulin, il apparaît d'abord au niveau de ces mouvements unis de résistance. Le but, c'est d'arriver à avoir une organisation armée commune, donc ce qu'on appelle l'armée secrète. Jusque-là, pour l'instant, il n'est pas question des francs-tireurs et partisans français qui sont l'obédience communiste, pour dire les choses rapidement. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que, en gros, Dacier de la Vigerie et Freinet, les mettre dans la même pièce, c'est déjà presque un exploit. C'est aussi difficile parce que ceux qui sont les responsables de l'armée secrète, ils veulent leur indépendance. Il y a le général de l'Estrin qui va être chargé un petit peu de coordonner tout ça. Donc les mouvements unis de résistance du mois de janvier, on va dire, c'est un demi-succès. C'est une première étape, mais voilà, moi je dis c'est un demi-succès. Et alors, De Gaulle va faire un pari, qui est un pari très osé. Le pari de Gaulle, c'est de dire, puisqu'on n'arrive pas à mettre 4 personnes ensemble autour de la même table, on va en mettre 20. Si ça ne marche pas avec 4, il faut tenter avec 20. Et tenter avec 20, enfin, je dis 20, je ne sais pas le chiffre précis, mais ça va être quoi? Ça va être justement le 27 mai 1943, la création du CNR, le Conseil national de la résistance. Alors, le CNR, bon, c'est quoi précisément? Disons que le CNR obéit à 2... Je ne sais pas s'il y a une petite place. Moi, Jean-Paul, je vous ai trouvé grâce à un monsieur qui m'a accompagné. Non, il faut toujours suivre les messieurs. Voilà, parce que je n'ai pas raté votre... Merci. Alors, le CNR, quel est l'objectif? C'est l'objectif de Gaulle, c'est de dire, il faut unir toutes les forces qui peuvent travailler à l'intérieur. C'est vrai que De Gaulle a d'abord œuvré avec ce qu'on appelle la mise en place des FFI,
FFL, les Forces françaises libres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Forces françaises de Londres. Mais maintenant, c'est la résistance intérieure qu'il va falloir construire. Et puis, il y a un deuxième objectif. De Gaulle, il est réaliste. Il sait très bien que les Américains n'ont qu'un rêve, et c'est un rêve qui est tout à fait réalisable, c'est de pouvoir débarquer dans une France qui soit suffisamment désorganisée pour faire de la France une sorte de base américaine en Europe. Et De Gaulle se dit, le seul moyen, c'est que quand les Américains débarqueront, parce qu'il faut que les Américains débarquent, ça c'est pas mis en question, mais il faut que la France soit rapidement en état de marche. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une base politique qui soit forte, de manière à ce qu'il puisse y avoir un gouvernement provisoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 1944, après le débarquement, certains tireurs en arrière quand De Gaulle a émis l'idée de venir sur le sol français. Donc il faut qu'il y ait un gouvernement provisoire, et puis il faut que ça marche à tous les échelons, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un département libéré, il faut qu'il puisse y avoir un commissaire de la République qui soit mis en place, il faut qu'il y ait un comité départemental de la libération, etc. Donc le but du CNR, c'est ça, hein, c'est d'arriver à mettre en place à la fois une base politique, une structure, et puis, bien sûr, fédérer. Alors, bon, comme c'est un peu... Pour vous dire en gros comment ça fonctionne, hein, le 27 mai 1943, bon, ça c'est la plaque hein, qui est à Paris, rue du Four, dans le 6e arrondissement, si je ne me trompe pas. C'est là où a eu lieu donc, la première réunion. Alors, seule réunion présidée par Jean Moulin. Il en a présidé une seule. Donc, il y a Jean Moulin avec deux de ses collaborateurs. Ensuite, il y a les 8 plus grands mouvements de résistance. Hein, parce qu'on a cité 3, mais il n'y en a pas que 3. Donc, ce jour-là, il y a le Front National. Attention, faux amis, hein, le Front National à cette époque, c'est l'organisation de résistance du PCF clandestin. Ils avaient choisi ce sigle pour dire ceux qui viendront, ben, ce n'est pas forcément des gens qui sont communistes, mais ceux qui souhaitent travailler, ils pourront se retrouver dans ce mouvement de résistance. Après, il y a des mouvements un peu plus confidentiels, ceux de la libération, ceux de la résistance. Après, il y a les deux libérations. Tout à l'heure, je parlais de libération sud, mais donc il y a une libération nord, libération sud. Il y a l'organisation civile et militaire, front patriotique de la jeunesse, puis combat franc-tireur. Ensuite, autour de la table, il y a aussi un représentant des deux grands syndicats qui existaient en France avant la guerre et qui avaient été dissous hein, au moment de la mise en place de l'État français. Alors, c'est la CGT et la CFTC. Et après, il y a les 6 principaux partis politiques de la Troisième République, à savoir le PCF, la SFIO, les socialistes, le Parti radical, le Parti démocrate populaire, et qui est représenté par Georges Bidault, qui va remplacer la présidente du CNR, Jean Moulin, après son arrestation, et puis sa mort. Ensuite, on a l'Alliance démocratique, et puis on a enfin la Fédération républicaine. Donc, vous voyez, l'idée de Gaulle, c'est de dire il faut qu'on sorte de simplement vouloir gérer les choses avec 3 mouvements de résistance, mais on met tous les mouvements de résistance, chacun a un représentant. Et c'est vrai que ça avait déjà coincé dans les murs, hein, parce que Freinet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit combat, on est beaucoup plus nombreux. Donc, s'il y a un représentant de Libération Sud, il faut au moins qu'il y ait 3 représentants de combat.
tenu ferme en disant c'est un représentant par mouvement. Après, on y met les syndicats et on y met enfin les partis politiques. Voilà, donc ça c'est le CNR qui va être vraiment quelque chose de pivot dans cette année 1943. Quand est-ce que l'année 1943 se termine? J'ai toujours autant de problèmes avec les calendriers. Moi, je dirais, elle se termine le 11 novembre 1943. Je retourne sur mes pieds, ça fait quand même un an. Pourquoi le 11 novembre 1943? Alors, c'est très local, ce que je vais dire, c'est très ponctuel, mais c'est symbolique. Et même dans une guerre, le symbolique, c'est important. Le 11 novembre 1943, il y a le colonel Roman Petit, c'est son nom, Roman Petit, qui est le chef des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, qui s'est débrouillé ce jour-là, au moins pour la matinée, à faire neutraliser toutes les entrées d'Oyonnax. Le but, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait aucun Allemand qui puisse rentrer à Oyonnax jusqu'à midi, au moins. Et il a réussi, ça c'est presque plus le tour de force, il a réussi à rassembler 200 de ces gars, à les habiller. Alors, ils avaient 2 mois avant fait une opération main basse sur un local dans lequel il y avait des costumes des chantiers de jeunesse. Donc, ce qui veut dire que les 200 gars avaient à peu près la même tenue. Bon, l'important, c'était quoi? C'est que ça fasse militaire. Et, alors, après, si vous voulez faire militaire, il faut que chacun ait une arme. Le problème, c'est que les armes qu'ils avaient, en gros, ils étaient 200. Hein, le but, c'était de faire un défilé avec 200. Le problème, ils n'avaient pas 200 armes. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Ben, on avait dit, ceux qui n'ont pas d'armes, vous prenez un bout de bois, vous essayez de faire une chaîne avec, bon, c'était les pistolets mitrailleurs, bon, c'est pas bien compliqué, il faut que ça fasse un tube, vous mettez un truc à l'extrémité, vous faites, voilà, et puis vous peignez ça en noir, et donc ils ont défilé, tous armés, mais je ne sais pas dans quelle proportion, avec un simple fusil en bois. Hein. Il n'empêche, il y a des photos qui ont été prises, il y a même un film qui a été tourné, ça a été diffusé, ça a été connu, Londres a relayé, et on dit que le 11 novembre 1943, à Oyonnax, c'est la fin de l'armée de Londres. C'est la fin de l'armée de Londres, pourquoi? Parce qu'ils sont en plein jour, ils défilent, ils ont traversé Oyonnax, ils avaient même quelques musiciens, et ils déposent une gerbe sur le monument aux morts d'Oyonnax avec une banderole sur laquelle il est marqué « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. C'est devenu un peu un slogan qui va être répété à d'autres endroits. Donc voilà, ça veut dire que les choses avaient suffisamment avancé pour que, à la fin de l'année 43, il puisse y avoir une sorte d'armée, bancale si on veut, mais qui défile au bon jour. Alors, ce soir, ce dont je veux vous parler, et on revient à la période qui est ici, c'est le fait qu'en 1943 va naître ce qu'on appelle le chant des partisans. Alors, je vous ai mis quelques visages. Je peux dire que pour que le chant des partisans naisse et puis se développe, il faut au moins ces 6 personnages. Alors,
Un, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Alors, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, moi je dirais, c'est sans doute celui qui a fait le plus grand voyage dans sa tête durant la guerre. Parce qu'il faut voir d'où il vient, d'Astier de la Vigerie. Son nom, vous voyez que c'est un noble. C'est pas de la très vieille noblesse, ils ont été anoblis sur la monarchie de Juillet, donc vers 1830. Par contre, par sa mère, il descend des Montalivet, donc ça c'est une noblesse beaucoup plus ancienne en France. Il a eu un ancêtre qui a été ministre de Napoléon, et donc c'est quelqu'un qui naît vraiment, d'abord il naît dans le 16e arrondissement de Paris, généralement relativement peu d'adhérents à la CGT, voilà. Et il est dans ce milieu de la noblesse, et puis en plus il est dans une famille de militaires, puisque son père est un officier, il aura un frère qui sera général d'aviation, et il suit un petit peu la même voie. Alors, pour le situer, il est né en 1900, donc ce qui veut dire qu'il échappe à la Première Guerre mondiale, mais il va faire naval, il sort de naval officier, comme tous ceux qui en sortent. Là, il va faire le contrat minimum, c'est-à-dire qu'il va s'engager dans la marine pendant 3 ans. C'est quelqu'un qui a peut-être d'autres ambitions. Alors, ses ambitions, c'est quoi? Il a des ambitions littéraires, et comme ça tombe un peu à l'eau, ses ambitions littéraires, il va se replier sur le journalisme. C'est quelqu'un qui devient journaliste et qui reste ancré dans ses idées. On en reparle ces jours-ci. Il est tout à fait Action française. Donc l'Action française, c'est quoi l'Action française, dans les années 1930, c'est un mouvement qui prend de l'importance. L'Action française, son slogan, c'est « À bas la gueuse ». La gueuse, c'est qui? C'est la République. Donc ça veut dire que l'Action française sont des gens qui font le coup de poing ou le coup d'épée pour essayer de renverser la République. Et donc ce sont des royalistes. Alors, en 1939, Dastier réintègre la marine, le temps jusqu'en juin 40. Et là, c'est assez étrange, c'est qu'on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui était mûr pour Pétain. Il avait tout pour trouver la révolution nationale dans la suite de ses idées. Et c'est quelqu'un qui va rentrer dans la résistance dès l'été 40, parce qu'il a cette idée que, on peut se battre, on peut se dire on est plus républicain, plus royaliste, etc. Mais chez lui, il y a quand même quelque chose qui l'emporte, c'est l'idée de patrie. Et c'est ça qui fait qu'il rentre dans la résistance. Alors, il va passer en zone sud, et là, il va rencontrer un certain nombre de personnes importantes. Le mathématicien Jean Cavaillès, qui était un des plus grands mathématiciens français de son époque, et puis il va rencontrer un couple, Raymond et Lucie, au Brac. Donc, ils vont former un premier groupe qu'ils appellent la dernière colonne. La dernière colonne, ça a été une sorte de noyau de résistants, et c'est à partir de là que va naître Libération Sud. Libération Sud, les deux qui l'ont vraiment porté au départ, c'est donc Dastier de la Vigerie et puis Cavaillès. Alors, les mouvements de résistants, dans un premier temps, leur ambition, c'était d'avoir un journal. Et d'ailleurs, oui, tout à l'heure, je vous en citais 3, Libération, Combat, Franc-Tireur. Les 3 ont donné
naissance à des journaux, hein, qui, au moins par les titres, après peut-être pas par le contenu, mais au moins par les titres, ont vécu au-delà de la guerre. Et donc, il commence à lancer ce journal clandestin qui s'appelle Libération, et il va faire une rencontre, c'est celle de Léon Jouot. Alors, Léon Jouot, c'est un des responsables de la CGT. C'est une rencontre un peu improbable entre un tenant de l'Action française, un responsable de la CGT. Alors, au début, c'est peut-être opportuniste. Je pense que Dacier-Lavigerie a dû se dire, si j'accepte ce que me propose Jouot, qu'est-ce qu'il lui proposait? Il lui proposait que Libération devienne en même temps un peu le journal de la CGT clandestine. Et lui a pu se dire, on va avoir un lectorat plus important, et puis en même temps, on va aussi pouvoir bénéficier d'un réseau très important, parce que la CGT a beau être clandestine, dans les usines, dans les entreprises, elle est là. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir diffuser le journal. Et donc ça part de cette manière-là, et c'est aussi, je dirais, une évolution hein, dans la tête de la Vigerie, parce que justement l'affrontement avec Freinet, c'est que Freinet restera classé à droite, alors que Dacier va progressivement passer pour quelqu'un qui est à gauche, et qui le sera sincèrement, je pense. Pour ça, je disais, c'est quelqu'un qui a eu une évolution quand même assez importante. Alors, on va le retrouver à Londres à plusieurs reprises, et De Gaulle va lui confier plusieurs missions d'importance. Il l'enverra auprès de Roosevelt, parce que les Américains ne voulaient pas trop entendre parler de la France libre, toujours par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, il va falloir qu'il aille un peu négocier avec les Américains. Et puis, à plusieurs reprises, il aura aussi l'occasion de négocier avec Churchill. Parce que là, qu'est-ce qu'il négocie? Ben, il négocie l'armement de la résistance. Et parce que là, il y a toujours eu un petit peu des réticences à ce niveau-là. Alors, je reviens à 1943 après, mais parenthèse, qu'est-ce qu'il va devenir? Dans le gouvernement provisoire, il est ministre de l'Intérieur, et puis ensuite, il va prendre un peu ses distances. Il va prendre ses distances, donc il sera parlementaire, il sera député, et on le classera parmi ceux qu'on appelle les compagnons de route, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas une carte au PC, mais qui en sont proches. Et il va créer un petit parti pour regrouper un peu les gens comme lui. Et puis quand De Gaulle reviendra aux affaires, il va à nouveau se rapprocher de Gaulle, parce qu'il lui semble que De Gaulle va faire une politique intéressante en matière de décolonisation, et on le classera dans ce qu'on appelle à l'époque les gaullistes de gauche. Et donc, il est mort en 69, 69 ans. Alors, 1943, au mois de mai, il est à Londres. Pourquoi est-ce qu'il est à Londres? Parce qu'il se dit que le meilleur moyen de faire travailler les gens ensemble, c'est d'abord de les faire chanter ensemble. Aucun chant fédérateur pour les résistants, si on accepte la Marseillaise, bien sûr. Mais voilà, il se dit qu'il faudrait qu'il y ait un chant de la résistance. Alors, l'idée était belle. Après, au niveau de la réalisation, c'était sans doute un petit peu compliqué. Alors, comment il va s'y prendre? À Londres, il va rencontrer
deux personnages hors du commun. Il y en a un qui s'appelle Joseph Kessel. Alors, Joseph Kessel, plus cosmopolite, c'est difficile, parce que c'est un Russe qui est né en Argentine. C'est des parents qui voyagent, qui va grandir en France. Alors, pour le situer, il est né en 1898, donc c'est la même génération, à 2 ans près. Simplement, ces 2 ans lui permettent d'être engagé volontaire en 14-18. Et très très jeune, il va être versé dans l'aviation. Donc Kessel fait partie vraiment des pionniers de l'aviation. Et ce qui montre bien il y a 2 côtés mais qui se rejoignent chez lui. C'est un baroudeur. Dès qu'il y a une opération un peu casse-cou, on va le retrouver. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui aime bien écrire justement ce qui se passe. Et dès 1923, il écrit un premier roman, mais qui est un roman historique. C'est nourri par son expérience. Ça s'appelle L'équipage. Et l'équipage, c'est quoi? C'est justement son expérience en tant qu'aviateur à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui va se marier 3 fois. Bon, la première fois, sa femme va décéder, mais après, bon, voilà. C'est quelqu'un qui ne va pas se contenter de vivre avec 3 femmes, pour dire que une liste un peu longue. Hein. C'est le côté baroudeur aussi, sans doute. Alors, le journalisme, il va faire partie d'une équipe qui va créer un journal qui parle peut-être plus aujourd'hui, mais qui, dans les années 1930, était quand même assez réputé, c'est Gringoire. Gringoire, c'était à la fois réputé pour des prises de position politiques, et puis également pour la qualité littéraire de ceux qui écrivaient. Dans cette période des années 30, on peut quand même citer, parce que ça, on ne lui attribue pas toujours, c'est lui qui a écrit le roman Belle de jour. Alors c'est vrai que Belle de jour, on pense tout de suite à Buñuel, le film, hein, mais le film est directement tiré du roman, 30 ans, enfin non, même 40 ans plus tard. Hein. Et puis, il va faire partie d'une équipe assez prestigieuse. C'est au moment où Pierre Lazareff va lancer Paris Soir. Parmi les journalistes, il y a Kessel. Pierre Lazareff, je pense que ça nous parle tous, par rapport à la télé, 5 colonnes à la une. Paris Soir, ça a été la version presse 30 ans avant de 5 colonnes à la une. C'est-à-dire, c'est les reporters, qui sont des reporters de guerre, qui sont des reporters qui partent de très loin pour faire des reportages. Et Kessel va couvrir toute la guerre d'Espagne. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il a participé en tant qu'observateur à tous ces moments de la guerre d'Espagne. Bon, vous savez qu'après, il continuera, après la guerre, son activité essentiellement de romancier. Il sera reçu à l'Académie française. Et je trouve qu'une chose très belle qui a été écrite sur lui, parce que ça a été écrit par quelqu'un qui, pourrais-je dire, n'est pas tout à fait du même bord, c'est au moment de sa mort, Mauriac a eu la formule suivante. Il dit de Kessel, il est de ces êtres à qui tout excès aura été permis, et d'abord dans la témérité du soldat et du résistant, et qui aura gagné l'univers sans avoir perdu son âme. Venant de Mauriac au sujet de Kessel, c'est quand même un beau compliment. Alors, Kessel, il est difficile de le séparer
de Maurice Druon. Alors, Maurice Druon, c'est qui? C'est le neveu de Kessel. Alors, Maurice Druon, je pense que ce qu'il a vécu dans son enfance, ça doit plutôt être dur à vivre, parce que il est le neveu de Kessel, précisons bien. C'est-à-dire que Kessel, junior, a eu une relation extramaritale, donc avec une femme mariée. Je n'ai pas retenu les noms, mais ça veut dire que Maurice Druon a d'abord eu le nom du mari de sa mère. Et puis il y a un moment, il est encore gamin, il y a un moment où l'homme en question a demandé à un tribunal de mettre fin à cette filiation. Donc ça veut dire que Maurice Druon s'est appelé à ce moment-là du nom de sa mère, bon, ce qui est déjà plus classique. Sa mère s'est remariée, et donc il a été en quelque sorte adopté par le nouveau mari de sa mère. Et c'est comme ça qu'il devient Druon. Donc vous voyez, quand vous êtes gamin et qu'en l'espace de quelques années, vous êtes obligé d'apprendre 3 noms différents quand on vous demande votre nom de famille, ça doit être un petit peu traumatisant. Alors, c'est vrai qu'il est très proche de Kessel. Bon, il est né en 18, ils ont 20 ans d'écart. Je pense que quelque part, Kessel, pour lui, c'est à la fois peut-être une figure paternelle, parce que son vrai père, il ne l'a jamais connu. Il s'est suicidé quand il était très jeune. Et puis en même temps, pour Druon, Kessel, c'est le grand frère. Il y a cette relation un peu ambiguë, mais qui s'explique très bien avec l'écart d'âge. Et donc, quand arrive l'armistice de 40, l'un et l'autre passent eux aussi en zone libre et décident de rejoindre Londres. Alors c'est intéressant parce que c'est là où on se rend compte qu'en gros, quand on est dans le sud de la France, pour arriver à Londres, il faut à peu près 2 mois. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est paradoxal, hein, il faut d'abord trouver un passeur pour aller en Espagne. Et après, il faut traverser l'Espagne. Il ne faut pas oublier que l'Espagne, elle est franquiste. Donc, voilà, si vous dites, excusez-moi, je vais à Londres, vous tombez sur des franquistes, ça ne se passe pas très bien. Une fois que vous avez traversé l'Espagne, bon, là ça va un peu mieux, vous êtes au Portugal. Et là, au Portugal, vous pouvez trouver, alors, parfois c'est un bateau, parfois c'est un avion, dans le meilleur des cas, qui va vous amener, bon, ce serait trop simple, qui vous amène à Londres, il va peut-être vous amener en Irlande, et puis après, de l'Irlande, il faut... Donc, ils ont mis 2 mois hein, pour faire ça. Alors, ils font ça tous les deux, oui, matériellement, mais sachant qu'il y a quand même une 3e personne qui est avec eux à certains moments, et l'objectif, c'est qu'ils se retrouvent à 3. La 3e personne, elle est ici, c'est Germaine Sablon. Alors, Germaine Sablon, c'est qui? C'est à ce moment-là la copine de Kessel. Et donc, Germaine Sablon, alors, peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose, c'est la famille d'artistes par excellence. Le père, il est compositeur. Alors, on ne sait pas forcément, mais on connaît tous, au moins par rapport à l'histoire de la Première Guerre mondiale, la fameuse chanson de Craval. C'est des paroles qui ont été écrites sur une musique qui existait. Et la musique, elle est du père de Germaine Sablon. Il y a un premier fils qui est compositeur, il y a un 2e fils, c'est celui qu'on connaît le mieux, qui est Jean Sablon. Souvenir un peu de jeunesse, donc à l'époque des Yéyés, il était déjà un peu avant, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jean Sablon, c'est quand même un des premiers Français qui s'est intéressé d'une manière un peu sérieuse au jazz. Il a pas mal travaillé avec Django Reinhardt au point de départ, et puis surtout, c'est le premier chanteur français
qui dans les années 1930 a utilisé un microphone. On était encore dans la tradition des chanteurs à voix, et sur scène, voilà, il fallait se débrouiller, hein, et donc il est un des premiers à utiliser ce qui se faisait déjà aux États-Unis. Et puis, il y aura encore un troisième fils, Sablon, qui sera le directeur des ballets de Monaco, Monte-Carlo. Donc voilà, c'est une famille d'artistes, et donc Germaine, alors elle est, je vais vous noter ça quelque part, oui, elle est de 1899, donc il y a un an d'écart entre Germaine et Joseph. Germaine, elle est à la fois chanteuse de cabaret, et puis elle est actrice. Elle a commencé dans le cinéma muet, puisqu'elle commence à tourner dans des petits films en 1919. Je vous rappelle, la date, c'est 1927, hein, Le chanteur de jazz, premier film avec du son. Alors, elle a été mariée 2 fois, elle a 2 fils, et donc, au moment où la guerre, au moment de l'armistice, elle a quitté ses 2 maris successifs, et elle est avec Kessel. Et donc, ils vont se retrouver à Londres. Et ils vont être, en gros, lui, pour l'instant, on laisse de côté, mais tous les autres, c'est mai 43, Londres. Alors, là encore, je fais une parenthèse. Ça prouve que les grands hommes sont capables des pires turpitudes. À un moment donné, Germaine Sablon va apprendre que l'un de ses fils, qui est dans les forces françaises libres, a été blessé à Alger et qu'il est hospitalisé à Alger. Et elle dit, il faut que j'aille auprès de lui. Il faut que, voilà, parce que, a priori, les blessures sont assez graves. Et à ce moment-là, Kessel va lui dire, tu choisis, c'est lui ou moi. Donc, soit tu vas soigner ton fils, soit tu règnes, soit tu restes avec ton grand homme. Germaine Sablon part à Alger, et Kessel a dit, c'est fini entre nous. Et Kessel ne lui reparlera jamais. Donc, des fois, on a un peu l'impression que les hommes sont tous des héros, mais voilà. Et puis, la suite de l'histoire de Germaine Sablon, elle est quand même intéressante parce qu'elle arrive à Alger. Bon, pendant quelque temps, elle s'occupe de son fils, et puis son fils, tant mieux, va mieux. Et à ce moment-là, elle va rentrer dans les FFL, et plus précisément, elle est ambulancière, alors dans une ambulance qui s'appelle, qui a un nom. Oui, ça s'appelle Hatfield Spear. Ce soir, vous n'en rappellerez plus. Mais par contre, c'est la première division française. La première division française, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Germaine Sablon, elle va faire la campagne d'Italie. Elle va débarquer en Provence. La première DFL, c'est quand même ceux qui sont les premiers à mettre le pied sur la terre française. Elle va ensuite suivre sa division, donc ça veut dire que ce seront les Vosges, l'Alsace, et après, alors eux s'arrêtent au niveau du Rhin, et on va les renvoyer vers le sud, dans les Alpes du Sud, l'objectif étant ensuite de rentrer en Piémont, et puis de faire une sorte de tenaille par le sud du Piémont. Voilà. Et donc, Germaine Sablon fait partie des femmes, croix de guerre 39-45. Après, disons que c'est vrai que quand vous coupez d'un milieu pendant plusieurs années, c'est sans doute difficile de reprendre. Alors, elle continue, elle fait quelques enregistrements jusqu'en 1955, mais si je vous demandais de me citer
citer une chanson de Germaine Sablon dans les années 50. Moi, je n'étais pas né, mais ceux qui étaient nés. Donc, vous voyez, on peut dire que quelque part, elle a un peu sacrifié sa carrière, mais en faisant le choix de l'engagement. Et elle est décédée en 1985, dans un anonymat assez complet. Alors, pour finir un petit peu vous présenter ce petit monde, à Londres, en mai 1943, il y a... alors, elle est russe. Elle est née en 1917, donc elle est à peu près une contemporaine de Maurice Bruon. Son père a été fusillé par les bolcheviks, et comme elle appartenait à une famille relativement aisée, en 1920, avec sa mère, avec une nurse, elles arrivent en France, et en France, elle dira que le plus beau cadeau qu'on lui ait fait, on lui a offert une guitare. Et c'est vrai que là, on est dans les années 1920, les femmes guitaristes, peut-être pas tant que ça, enfin même la guitare, elle a pris une place un peu surdimensionnée dans les années 60. Hein. Donc voilà, elle est guitariste, et puis elle a quand même une certaine chance, parce qu'elle va avoir quelques rudiments de composition avec Prokofiev. Donc on a connu plus mal hein, comme prof de musique. Et donc, elle est dans les ballets russes de Monaco, et puis après, assez rapidement, elle va devenir chanteuse de cabaret. Alors, chanteuse de cabaret, hein, ça n'a rien d'infamant, hein, vous n'allez pas imaginer les pires choses, c'est simplement que le cabaret, c'est le lieu où les gens chantent à cette époque. Hein. Tout à l'heure, je disais, bon, l'utilisation du microphone, c'est pas si ancien, donc ça veut dire que le cabaret, c'est un espace qui permet à quelqu'un de pouvoir chanter facilement. Alors, elle a rejoint Londres assez rapidement, en 1940, elle est à Londres, et à Londres, elle va s'engager dans les forces françaises libres. Alors, elle joue un rôle un peu modeste, elle est cantinière. Mais c'est peut-être pas si modeste que ça, hein, parce que ces femmes qui devenaient cantinières, elles jouaient quand même un rôle par rapport, quand ceux qui étaient engagés étaient à Londres, ça veut dire qu'ils étaient un peu sur une base arrière, donc c'était important qu'ils aient des conditions de vie qui sont un peu décentes. Donc, elle a fait ce travail de cantinière, et puis le soir, elle chantait dans les cabarets londoniens. C'est quelqu'un qui était parfaitement polylingue, hein, puisqu'elle connaît le russe, elle connaît le français, elle connaît l'anglais. On verra par la suite qu'elle connaît aussi très bien l'espagnol, et puis sans doute d'autres langues. Et donc, elle a l'habitude de se produire dans ces cabarets londoniens où, justement, les gens de la résistance ont l'habitude de se retrouver. Pareil, je fais une petite parenthèse sur la suite. Elle va s'installer un temps aux États-Unis après la guerre. Ensuite, elle va énormément voyager en Afrique, où elle fera beaucoup d'humanitaire. On va la trouver aussi en Amérique du Sud, et elle est morte en ayant fait le choix. Alors, c'est elle qui est la plus proche de nous, hein, elle meurt en 2006, et elle a fait un choix, c'est d'aller finir sa vie en Alaska. Alors, pourquoi l'Alaska? Tout simplement parce qu'elle n'a jamais remis les pieds, en URSS c'est sûr, mais même en Russie. Parce qu'on peut se dire, en 91, elle aurait pu, enfin, en 92, elle aurait pu retourner en
Russie. Elle s'y est toujours refusée, c'est le pays qui avait tué son père. Mais voilà, elle dit, l'Alaska, c'est quoi? C'est la terre qui est la plus proche de la Russie. Donc elle est partie de Russie, elle avait 1 an et demi, 2 ans, elle a fait le tour du monde, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et puis voilà, elle a terminé comme ça. Et donc c'est quelqu'un très engagé, sans caractère sans doute. Alors on a une chance, hein, peut-être que certains s'en souviennent, moi je ne sais plus bien l'année, mais Jean-Luc Favre avait remis à la commune de Moutier ce recueil de poèmes d'Anna Marly qui s'appelle Messidor. Et c'est un bouquin, il a été tiré à 500 exemplaires. Et il y a à peu près 60 ans. Alors aujourd'hui, bon, il y en a toujours 1, 2, 3 exemplaires qui tournent chez les grands bouquinistes. Les grandes bibliothèques à l'époque n'en ont pas eu. Donc c'est vrai que c'est assez précieux. Et ce qu'on a fait, nous, en se disant, puisqu'il y a le dépôt ici, on l'a totalement scanné, parce que bon, peut-être qu'un jour, voilà, ce sera. Et puis on a aussi fait un scan OCR, alors ne me demandez pas, c'est un acronyme anglais, mais en gros, ça veut dire que si un jour il y a un éditeur qui veut rééditer ce bouquin, le scan OCR, ça lui permet de le réimprimer dans tous les formats qu'il veut. Donc voilà, on s'est dit, c'est notre boulot. Alors, ce qui est très beau, il y a une préface, qui est une préface de Kessel, et Kessel fait un portrait d'Anna Marly. Par qui? Chez qui t'ai-je connu? Emmanuel Dastier ou Fourcault? Fourcault, c'était le responsable des parachutages pour la Révolution. Donc Emmanuel Dastier ou Fourcault, Cornignon, Molinier, Boissouny, tous grands courtisans du risque et de la mort au service de la France libre. Je ne m'en souviens pas. Il est vrai qu'après avoir vécu sous un faux nom en France, traversé clandestinement l'Espagne et le Portugal, passé des jours et des jours face à face avec un officier de la sécurité anglaise qui m'interrogeait sans répit ni merci, scrutait, fouillait, épluchait mon passé. La saveur de la liberté m'avait un peu tourné la tête. Par contre, ce que je me rappelle avec autant de précision que si l'image en avait été dessinée dans ma mémoire à l'encre de Chine, c'est la jeune femme et sa guitare. Elles étaient inséparables. Que j'ai vu paraître chez l'un de ses amis que j'ai nommé Plou. La jeune femme était brune, grande, solide, éclatante de vitalité, d'amitié. La guitare. J'allais écrire qu'elle était pareille à toutes les guitares, mais non. Elle semblait avoir, elle avait pris l'allant, la santé, le cran, l'exaltation de celle qui en jouait. Peut-être que ça permet de en tout cas, ça situe bien le personnage. Anna Marly, c'est quelqu'un qui en impose. Qui en impose parce que elle a une voix, on écoutera, elle a une voix très particulière. Bon, aujourd'hui, on la ferait passer, je ne sais pas comment ça s'appelle, les émissions ont choisi des chanteurs et des chanteuses. Elle ne passerait pas le cap de la première semaine, hein, c'est plus du tout dans nos critères d'aujourd'hui, mais pour reconnaître qu'elle a le bon train. Et puis, elle a une manière très particulière de jouer de la guitare. C'est-à-dire qu'elle maîtrise très bien l'instrument, mais en même temps, elle n'a pas besoin d'une boîte à rythme à côté d'elle. Ça veut dire que pour elle, la guitare, c'est aussi un instrument de percussion. Et voilà, c'est une expérience un petit peu particulière. Alors, elle est chanteuse, guitariste,
compose et écrit. Elle est vraiment complète. Et en 1941, c'est l'opération Barbarossa, c'est-à-dire que c'est le moment où les Allemands ont un peu oublié le pacte germano-soviétique et ont envahi l'URSS. Là, il y a quelque chose quand même qui montre qu'elle n'était pas complètement coupée de ses racines, c'est qu'elle a écrit une chanson par rapport aux soldats soviétiques qui résistaient contre les Allemands. Alors, cette chanson, elle lui a donné 2 titres. Elle l'a d'abord appelée la Marche des partisans, et puis comme elle était à Londres, elle a appelé ça Guérilla Song. Alors, je ne vais pas vous infliger du russe, mais j'ai trouvé une traduction française qui, paraît-il, est correcte. De forêt en forêt, la route longue, le précipice. Et loin tout là-haut, quelque part vogue la lune qui se hâte. Nous irons là-bas où ne pénètre ni le corbeau, ni la bête sauvage. Personne, aucune force ne nous soumettra, ne nous chassera. Voyageurs du peuple, nous mettrons en pièces la force mauvaise. Du levant de la liberté, recouvrir aussi notre tombe. Nous irons là-bas et nous détruirons les réseaux ennemis. Qu'ils le sachent nos enfants, combien d'entre nous sont tombés pour la liberté. Elle écrit ce texte en russe, elle en écrit la musique, et elle en écrit la musique à partir d'un air populaire russe. Elle part d'une musique qui existe, mais voilà, elle l'adapte pour ce chant. Alors, il y a quelque chose de très caractéristique. Bon, une traduction, ça ne peut jamais rendre les choses, mais on se rend compte que toutes les phrases sont en 3 éléments. De forêt en forêt, la route longue, le précipice. Et loin de là-haut, quelque part vogue la lune qui se hâte. Et le fait de construire comme ça, on a l'impression que le dernier élément, il est toujours un peu déboîté par rapport au reste de la phrase. Alors, ce chant, à Londres, il ne peut pas y avoir énormément de personnes qui comprennent le russe, mais elle ne peut pas arriver sur une scène sans qu'on lui demande Guérilla Song. Elle chante Guérilla Song en russe. Donc, ça veut dire que Dacier de la Vigie a entendu Guérilla Song, Kessel et Druon et Germain Sablon l'ont entendu, comme beaucoup d'autres. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Sur des ondes différentes, hein, parce que c'est compliqué. Et celui qui est responsable, il s'appelle le Gillois. Gillois qui est responsable un peu de ces émissions. Alors, Honoré et Patrie, vous connaissez tous la première phrase, hein, ça commence toujours par les Français parlent aux Français. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Et qui ne soit pas trop attaqué par le brouillage. Parce que bien sûr, toutes ces émissions, les Allemands brouillent. Donc il faut quelque chose qui passe pour que les gens se disent, ça y est, ça commence. Alors, qu'est-ce qu'on fait le 14 mai? On se dit, on va enregistrer le début de Guérilla Song.
parce que ça passe bien, et surtout parce que ça peut se siffler. Et on part du principe qu'un générique qui risque d'être brouillé, s'il est sifflé, ce sera plus facile que si on a des paroles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 14 mai, Gillois, alors avec son équipe, alors son équipe c'est qui? Vous allez voir, c'est des gens connus. Il a un jeune qui s'appelle Claude Dauphin, je pense que vous l'avez vu sur un écran. Il a un autre jeune qui s'appelle Maurice Brulon. Brulon travaille à la BBC. Et donc, ils font venir dans un studio Alain Marie en lui disant avec la guitare, tu vas jouer au moins la première phrase, il y a un orchestre derrière, et puis comme Londres refuse rien, ils ont fait venir 2 siffleurs, qui sont des siffleurs professionnels. Quand Gillois entend ça, il se dit non, ça passera jamais, il siffle trop bien. Donc, du coup, qui c'est qui va enregistrer? C'est Dauphin, Gillois et Drouot. C'est eux qui sifflent sur la galette du point de départ. Alors, ça donne quoi? Parce que vous ne savez toujours pas ce que c'est que Guerilla Song. Les Français parlent au français. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a composé, c'est une musique qu'on connaît bien. Alors, simplement, vous allez vous rendre compte d'une chose, hein, c'est que, en gros, j'ai fait des comparaisons sur, donc ça fait quoi? Ça fait 80 ans. En gros, les interprétations de départ, elles passent en un peu moins de 3 minutes. Aujourd'hui, on est quasiment à 4 minutes. Donc, ça veut dire qu'on a pris 1 minute sur le même chant en 80 ans. Mais je vous expliquerai pourquoi. Mon hypothèse. Donc voilà, ça c'est le 14 mai. Alors, ensuite, le 17 mai, donc vous vous rappelez, c'est un lundi. Lundi 17 mai, on a la première diffusion de Honneur et Patrie. Donc pour la première fois, ça passe sur les ondes. La même semaine, logiquement, le jeudi, c'est le 27 mai. Le 27 mai, on l'a dit, mais là on est à Paris, c'est la première réunion du CNR. Donc ça veut dire que vraiment la première émission consacrée à la résistance, elle est née la même semaine que la première réunion du CNR. Et puis le 30 mai, c'est un dimanche, les choses ont un peu évolué. Et l'idée, qui est l'idée d'Astier la Vichy, de dire il faut un chant pour la résistance, on dit à Kessel et Drulon, est-ce que vous ne pourriez pas mettre des paroles françaises sur la mélodie de Guerilla Song? Alors, ils ont demandé qu'on traduise, etc. Mais on se rend bien compte que le texte que j'ai lu tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas, comme ça, passer du russe au français. Donc, ça veut dire que pendant tout le dimanche, a priori, c'est là où c'est compliqué. Hein, parce qu'après, il y a une grande question qui restera jusqu'à la nuit des temps, c'est qui a chanté la première, ce qui va devenir le chant des partisans. Mais ça ne va pas déclencher une guerre. A priori, bon, il y a Kessel, Brulon et Germaine Sablon qui sont dans un pub au sud de Londres pendant toute la journée du dimanche. Et le dimanche soir, il y a ça. Sachant que le manuscrit original, hein, qui est une copie, existe. Et il a, d'ailleurs, c'est un des rares papiers qui a le statut de monument historique, au titre mobilier. Et donc, voilà, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui a été compliqué? Ce qui a d'abord été compliqué, c'est le départ. Alors,
pourquoi le départ c'est compliqué? Vous avez pu trouver un texte sur votre chaise, mais je pense que tout le monde connaît. Alors, il y a une histoire de corbeau. Et Kessel et Bloom, pour eux, ils étaient convaincus que l'animal, s'il y a un animal qui devait être cité, c'était le hibou. Pourquoi le hibou? Tout simplement parce que Kessel, toutes les histoires qu'on lui a racontées de résistants, il y avait quasiment à chaque fois un hibou. Alors, sous quelle forme? C'est que les résistants, pour communiquer entre eux, imitaient le cri du hibou. Relativement facile à imiter, on peut tromper à ce niveau-là. Donc il voulait avoir le hibou. Dans le texte russe, il y avait les corbeaux. Et vous voyez bien l'hésitation, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu un vol. On entend le cri, mais entendre un vol, c'est quand même bizarre. Et sur le manuscrit, vous voyez, on sent que jusqu'au dernier moment, alors ils ont écrit, Ami, entends-tu, alors le vol, c'est barré, ils ont écrit au-dessus le cri, c'est barré, et puis ils ont réécrit le vol. Voilà, donc là, il y a eu un hiatus un peu compliqué. Après, ce qui est intéressant sur ce manuscrit, c'est que tout de suite, ils ont mis, donc on sent que là, il y a quelqu'un qui chante, qui est à côté d'eux, ils ont mis des indications du style fort, très fort, etc. Et puis surtout, quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Là, vous voyez, ils ont dessiné une sorte de rectangle. C'est pour dire qu'il y a une phrase qui doit avoir un rythme complètement différent. C'est la phrase qui dit « Il y a des pays où des gens au creux des lits font des rêves ». Donc ça veut dire que cette phrase-là, elle n'est pas du tout dans le même rythme que le reste. C'est une phrase qui doit être dite très lentement parce que c'est le contraste. Nous, on se bat et pendant ce temps, il y en a, ils sont dans leur lit. C'est ça. Donc, voilà, ils disent le dimanche soir, c'était bouclé, le chant était écrit, ça fonctionnait avec la musique, et donc c'est ce qui a permis, le 31 mai, qui était donc un lundi, à 11h du matin, Germaine Salon va dans un studio, et dans un studio, non seulement elle enregistre, mais elle est filmée, et ça donne un petit film qui s'appelle « 3 chants pour la résistance ». Le but, c'était quoi? C'était que ce film puisse être diffusé, parce que le gros problème, même si vous entendez une mesure siffler au début d'une émission, c'est pas ça qui fait que vous connaissez un chant. Donc l'objectif, c'était quand même que tous les résistants puissent chanter ce chant. Alors, qu'est-ce que ça donne à cette époque? Alors, je vous fais d'abord entendre la version de Germaine Salot, c'est-à-dire celle qui a été enregistrée le 31 mai. Le son n'est peut-être pas génial, c'est fait dans les conditions d'époque, mais... Alors, ça c'est le début du film, c'est pas... Le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades.
camarades. Et de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, les vides. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Si nous battus, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Voilà, donc ça c'est la première interprétation du chant des partisans, version officielle. Anna Marly a dit que c'est elle qui l'avait chanté la première fois. Voilà, c'est beaucoup d'entre elles. Alors Anna Marly, elle va très vite quand même le chanter. C'est encore un peu différent. Disons que voilà, là vous avez bien senti qu'elle fait bien son ralenti sur la phrase, après ça repart. On sent aussi que ce qu'on a peut-être perdu depuis, là c'est une marche. C'est une marche et ça avance. Je ne sais pas combien on est à la noire, mais c'est plus chasseur alpin que la Légion, ça avance vraiment. Vous allez voir que Anna Marly, non seulement ça avance, mais ça déménage. Alors, c'est elle qui fait le plus guitare, chant, sifflet. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
18h41. Ça file, même le ralenti, elle ne le fait pas. Voilà, alors, rapidement, Anna Marny, elle a toujours dit, il ne faut pas oublier la cuisine. Alors, la cuisine, c'est quoi? C'est que nous, on a pris l'habitude, peut-être parce que c'est plus solennel, d'appeler ce qu'on vient d'entendre un chant. Pour elle, c'est des chansons. Donc c'est pour ça qu'elle parle au féminin. Je voulais, avant de vous montrer, vous voyez, mon grandissement, la première partition qui a été imprimée. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait au mois de juin? Quand il y avait des parachutages, ils parachutaient avec des feuilles polycopiées sur lesquelles il y avait le texte. Mais vous recevez un texte, qu'est-ce que vous faites avec? Après, ils vont le faire imprimer au mois de septembre dans une revue qui est plus que confidentielle, que quasiment personne n'a eu. Et c'est vraiment au moment de la libération qu'on a pu imprimer la plante. Ça veut dire que j'arrête. Simplement, Bernard, tu nous dis une chose. Le 27 mai, c'est quand? 11h. 27 mai, 11h30, square de la Liberté, place de la Résistance. La place de la Liberté. Oui, square de la Liberté. Square de la Liberté. Ok, voilà, donc c'est le rendez-vous commémoratif pour ceux qui peuvent, c'est important, on y entendra peut-être le chant des partis. Oui.